Waouh! Il faut que je vous parle de Marcel, mon grand-père. Mon grand-père Marcel était médecin généraliste, de ces médecins un peu humanistes, un peu philosophes, formés entre deux guerres, qui formaient des formidables médecins de famille comme sur lesquels on fantasme aujourd'hui. Et comme beaucoup de ces médecins de sa génération, il a fait un infarctus aux environs de 50 ans. Et il a eu le droit à un triple pontage avec une technique novatrice, très innovante, formidable, mais qui ne marchait pas. Donc cette technique a été rapidement arrêtée parce que les gens décédaient. Mais mon grand-père, lui, il a décidé de survivre à son intervention pendant 33 ans, ce qui lui permet d'être le record de la survie à cette technique. Je crois que le deuxième, celui qui est arrivé deuxième, a vécu 6 ans. Et donc mon grand-père était très suivi, et ce qui fait qu'il a épuisé son cardiologue qui est parti en retraite. Et puis un jour, pendant les vacances en Vendée, il a fait un aller-retour à Paris pour voir son nouveau cardiologue. Et le soir, comme ça, au dîner, il soupire et il nous dit j'aime pas mon nouveau cardiologue. Ma grand-mère, quoi? Mais comment? Mais il est formidable, il est jeune, ça nous change de l'autre croton, et il a plein de trucs. Mon grand-père dit peut-être. Mais il ne m'a pas pris le pouls. Ma grand-mère, mais il n'a pas besoin de te prendre le pouls, tu as vu toutes les machines qu'il a, il t'a fait 7 électrocardiogrammes en 1 seconde, etc. Peut-être. Mais je ne crois pas dans la médecine qui ne prend pas la main du malade. Quelle belle phrase. Je ne crois pas dans la médecine qui ne prend pas la main du malade. Alors innover, c'est bien, c'est formidable, mais si c'est pour lâcher la main du malade, eh bien moi non plus, je n'y crois pas. Innover, c'est très difficile. Innover, c'est rare. C'est pas forcément populaire au départ parce que c'est arriver à regarder les choses autrement, différemment des autres. Ce qu'on appellerait aujourd'hui l'outboxing. On regarde les choses à l'extérieur de la boîte. C'est souvent contre-intuitif. Mais heureusement, Gutenberg n'a pas attendu le marché du livre pour inventer l'imprimerie. L'innovation à laquelle je ne crois pas, une cabine qui ressemble un peu à des toilettes publiques automatiques, dans laquelle vous allez rentrer pour que la machine établisse vos paramètres de santé, puis les envoyer directement à votre mutuelle pour qu'on sache si vous êtes en bonne santé. Mais nous sommes autre chose, bien autre chose que des paramètres qui sont eux-mêmes les pâles symptômes de ces maux qui nous habitent, qui nous dépassent et qui sont parfois la grande histoire de notre vie. Combien de gens sortant de chez le médecin n'observeront jamais le traitement? Combien de gens sortant de chez le médecin n'achèteront même pas les médicaments parce que peut-être que nos maux ont plus besoin d'être entendus, ont plus besoin d'être reconnus que d'être traités. L'innovation à laquelle je crois, je ne sais pas si vous connaissez cet homme extraordinaire, un neuroscientifique qui s'appelle Vilayanur Ramachandran, qui a décidé de s'intéresser aux membres fantômes. Le membre fantôme, c'est quand vous êtes amputé, il vous manque un membre, alors on ne le voit plus, mais il vous emmerde drôlement. Au quotidien, il vous démange. Souvent, les gens ont des contractures qui sont liées avec les circonstances dans lesquelles ils ont perdu leur membre. Ce membre les fait énormément souffrir. Eh bien, cet homme-là, il a eu une idée absolument extraordinaire. Il a eu l'idée de placer un miroir sur le membre fantôme, en le plaçant de façon à ce qu'il reflète exactement le membre présent, créant une illusion d'optique qu'on avait un membre. Eh bien, à partir de ce moment-là, le cerveau, puisqu'on a la primauté du sens visuel chez l'homme, le cerveau interprète ce membre comme si c'était le vrai. Et on ouvre une fenêtre thérapeutique qui fait qu'on peut faire, en faisant des mouvements avec le membre valide, on va rééduquer le membre fantôme et on va traiter les douleurs du patient. Un certain nombre de patients, la première chose qui se passe quand ils voient le membre, ils demandent qu'on leur gratte le membre valide parce que ça fait 10 ans que ça les démange. Une innovation extraordinaire, une capacité à penser extraordinaire, et en plus qui coûte 20 €. Alors oui, je crois à l'innovation au service de l'homme. On parle beaucoup de connexion. Le monde magique, magique ça l'est réellement. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés les uns aux autres avec ce téléphone qui ne nous quitte pas. En même temps, on peut surfer sur la toile n'importe quand. On est un nombre de connaissances accessibles, c'est un miracle permanent. Mais si on parle de connexion, je vais vous parler d'une petite expérience qui a été faite. Allô? Alors, si je téléphone toujours dans la même position. Eh bien, si on fait un test sur ma main droite, la main que je laisse libre quand je téléphone, si on teste mon agilité, ma force, ma précision, et qu'on me met la main sur l'oreille avec laquelle je téléphone, la main avec laquelle je téléphone, et qu'on reproduit ces tests,
eh bien, je serai moins agile, moins performant, moins fort. Pourquoi? Parce que notre cerveau automatise tout. Et donc, il a automatisé que dans cette position, la plupart des autres fonctions sont sans effet, donc il les met au repos. Quand vous êtes à cheval, que vous téléphonez, vous n'êtes pas connecté à votre cheval. Vous êtes ailleurs. C'est important d'en être conscient parce que la connexion qui m'intéresse, moi, c'est la connexion à soi-même. La connexion à soi-même, on a un cerveau qui est quand même une putain de bécane à plus de 100 billions de cellules qui travaille en permanence, à notre service. Alors évidemment, ça nous fait digérer, ça nous situe dans l'espace, ça nous ouvre un tas de choses, ça automatise énormément de tâches. Pourquoi la première fois que vous êtes allé à la boulangerie en voiture, vous en avez bavé pour changer les vitesses, attention, il faut que j'oublie, mes rétros, nom de Dieu, le passage piéton. Aujourd'hui, vous allez acheter votre pain, vous arrivez à la boulangerie, vous ne savez pas par où vous êtes passé. Vous ne pouvez pas affirmer de ce que vous avez fait. Vous avez changé les vitesses, vous avez freiné, vous avez tout fait de manière totalement automatisée. Un petit miracle de la technologie dont on n'a même pas conscience. Et en plus, si une vieille dame a voulu traverser, eh bien vous avez intégré cet imprévu, vous avez freiné, vous l'avez laissé traverser. Parce que votre cerveau, en permanence, il automatise des choses de façon à être toujours performant, efficace, etc. La connexion à son propre cerveau, ça vous connecte par exemple aux 25 millions de pixels que vos yeux transmettent en permanence comme information. Alors, le cerveau va travailler en fonction d'indications que vous lui donnez de manière consciente ou non consciente. Si vous voulez changer de voiture, oh, ça allait bien cette voiture, là, en bleu, d'un seul coup, vous les voyez. Vous voyez, oh, tiens, il y a ça. Vous avez l'impression que tout le monde en a. Pourquoi? Parce que votre cerveau, dès qu'il y en a dans le champ de vision, il dit, tiens, toi, tu t'intéresses en ce moment au Dacia Duster bleu, il y en a un là-bas, il y en a un là-bas, il y en a partout. Alors nous, est-ce qu'on peut interférer avec cette connexion, avec ce travail du cerveau? Je vais vous raconter une histoire qui est ancienne et que vous connaissez en réalité, qui est l'histoire, si on peut dire, comment on est sorti du galop volant. Le galop volant, c'est ce galop stylisé, avec les membres, les postérieurs d'un côté, les antérieurs de l'autre, qui est la façon dont on a représenté le galop pendant des millénaires. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, personne, aucun artiste n'a réussi à dessiner un cheval au galop dans un temps réel. Vous prenez Géricault, qui est un très grand peintre, un très grand anatomiste. Regardez la précision anatomique du dessin. Vous voyez bien qu'il était passionné, qu'il était très savant, et pourtant, il n'a jamais dessiné un cheval dans un temps juste du galop. Je suis sûr qu'il aurait bien aimé. Au milieu, enfin deuxième moitié du XIXe siècle, vous avez un physiologiste français qui s'appelait Jules-Étienne Marais, qui lui s'est dit, ce galop volant, ça ne correspond à rien. De toute façon, un cheval ne peut pas avoir les 4 sabots qui regardent vers le ciel en même temps. Et donc, il a offert un prix à celui qui démontrerait que ce galop n'existe pas et qui démontrerait quels étaient les vrais temps du galop. Et donc, vous avez Muybridge qui a relevé le défi et il a fait cette fameuse expérimentation. Il a placé 24 appareils photo côte à côte en face d'un mur blanc. Il a tendu des fils de laine très fins jusqu'au mur, et il a fait galoper un cheval. Donc le cheval a cassé les fils, il a déclenché les appareils les uns après les autres. Et il a pu décomposer le galop. Postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit, suspension. Tout le monde a sûrement vu au moins une fois ces images qu'on peut voir sous forme de ralenti. Mais ce qui est extraordinaire, alors maintenant on connaît les temps du galop, même James Phillips, dans son traité d'équitation, il ne connaissait pas les temps du galop. C'est qu'aujourd'hui, alors de ce jour-là, tout le monde a pu les dessiner. Quand vous voyez les peintres, ils vous dessinent un vrai temps du galop. Mais tout le monde les voit. Un gamin de 14 ans dans un club hippique, il voit un cheval galoper, il les voit. Vous regardez un cheval galoper, vous les voyez. Pourquoi? Parce que votre cerveau les connaît. Ce que le cerveau connaît, il le reconnaît, il le voit. Et cette connexion-là, c'est ce qui est intéressant. Quand on apporte de la connaissance à notre cerveau, on augmente sa performance et on peut se connecter à quelque chose qui va, vous voyez, on parlait du nombre de cellules du cerveau tout à l'heure, hein. Si on s'habitue, si on cherche à voir, si on utilise sa FOVEA, c'est 30 à 60 informations secondes, alors qu'on en a des millions de pixels. Ça, c'est vraiment intéressant. En tant qu'enseignant, pour apprendre les boiteries aux jeunes étudiants, je travaille sur des films vidéo. Pourquoi? Parce qu'on peut ralentir l'image et qu'un étudiant, quand il voit un mouvement de tête pour une boiterie d'antérieur, il voit un mouvement de hanche pour une boiterie de postérieur, il l'écrit dans son cerveau. Et ensuite, il va le voir. Et puis, s'il continue à regarder des vidéos, il va avoir de plus en plus de finesse. Je crois à cette connexion à nous-mêmes.
Pour conclure, si je peux me permettre de paraphraser ou de citer une phrase qui a été dite il y a presque 55 ans et que je ne dis jamais sans émotion, « I have a dream ». Oui, je rêve d'une société où l'innovation nous permettrait de mieux connaître le cheval, donc de mieux le comprendre, donc de mieux l'aimer. Je rêve d'une société où l'innovation serait au service de l'humain. Je rêve d'une société où l'homme, enfin connecté à lui-même, embrasserait son humanité. Merci.